atelier de maillage du risque RQM édition 2020, donc en prévision de l'appel conjoint. D'abord, je vais vous présenter un peu brièvement le réseau Québec maritime. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, pour ceux qui sont moins familiers, c'est un réseau qui a été créé en mai 2016 dans la foulée de la stratégie maritime du Québec, là, du gouvernement libéral de l'époque. Et ça faisait suite à une volonté de la communauté, donc pas qu'une volonté politique, mais vraiment de la communauté de recherche du Québec, de se doter d'un seul réseau fédérateur qui allait prendre en charge, en fin de compte, le volet recherche de cette stratégie maritime, de cette première stratégie maritime du Québec, pour soutenir, en fin de compte, un grand projet de société. Et avec à la base, évidemment, la plus grande des collaborations possibles au Québec. Donc, c'est un peu ce qui a traduit le fait qu'on ne voulait pas passer par un concours pour lancer ce réseau-là, mais fédérer tout le monde, en fin de compte, et motivé évidemment par le développement durable du secteur maritime dans un contexte de changement climatique, de globalisation, toujours en marche, et donc pour le développement durable du secteur maritime. Et pour ça, évidemment, pour soutenir l'essor de la société québécoise. Donc, à ce jour, au bout de 4 ans, plusieurs institutions se sont joints au réseau Québec maritime. Aujourd'hui, nous avons 176 institutions membres. Donc, je le précise, les membres du réseau sont des institutions et par conséquent, les chercheurs ou les membres chercheurs de ces institutions peuvent appliquer au programme du RQM et être d'office membre du RQM ou associé au réseau. Donc, ces membres incluent toutes les universités québécoises et évidemment pas tous les cégeps, mais à peu près tous les cégeps qui œuvrent ou qui ont des activités reliées au secteur maritime, en plus de plusieurs membres usagers provenant des communautés, de l'industrie et des différents paliers de gouvernement. Donc, je tiens à préciser ici que la notion de maritime ici implique, du moins dans notre contexte québécois, l'ensemble du continuum fleuve, estuaire, golfe et l'ensemble des zones côtières du Québec, incluant le nord du Québec aussi. Donc, il faut penser derrière maritime qu'il n'y a pas que le volet marin, mais aussi tout ce qui a relation à la mer et aux activités maritimes et portuaires aussi. Prochaine diapo. Donc, notre mission, en bref, là, donc, ça reprend un peu ce que je disais, dans un esprit d'étroite collaboration et dans un partage intersectoriel des connaissances. Le RQM est un réseau intersectoriel de fédérer et animer les forces vives en recherche et en innovation dans différents domaines liés au secteur maritime. Encore une fois, dans une approche de développement durable. Donc, notre vision, positionner le Québec comme un phare international pour toutes les questions relatives aux enjeux du développement maritime durable et responsable. Et au bout de 4 ans, on a marqué des points on a avancé dans ce positionnement qu'on veut poursuivre, évidemment, avec vous tous et toutes. Prochaine diapo. Donc, la programmation scientifique du réseau Québec maritime est catégorisée finalement en 5 grandes thématiques de recherche que vous voyez ici. Donc, c'est extrêmement large. Et chacune de ces thématiques-là résonne ici de différentes manières avec l'appel qui nous concerne. Donc, où on va traiter un peu plus des inondations, de l'adaptation aux risques et opportunités risques des inondations au Québec. Et au réseau Québec maritime, chacune de ces thématiques-là est animée par un ou une directrice thématique qui a pour mandat un peu d'utiliser les différents outils de financement et mobiliser la communauté de recherche pour lancer des initiatives, faire collaborer les gens, présider à des ateliers de maillage comme ça, pour faire en sorte qu'on développe une programmation de recherche intersectorielle pertinente à toutes ces thématiques. Prochaine diapo. Donc, en 4 ans, juste pour vous donner une idée, on a établi une programmation qui est riche. Plusieurs projets de recherche ont été lancés et même certains sont terminés, ont mené à d'autres initiatives suivant ces projets. Et donc, on a construit un réseau. Et au bout de 4 ans, on a comme ambition, en fin de compte, de renforcer les liens tissés par ces nouvelles collaborations-là, intersectorielles, et toujours d'en créer de nouvelles. Donc, l'appel conjoint ici, je le vois comme vraiment
en continuité avec cette mission-là, de continuer à créer ces liens-là entre des domaines qui, traditionnellement, œuvrent un peu plus séparément. Donc, on a financé plusieurs projets, dont la plupart ont été co-construits notamment par des ateliers de maillage de ce type-ci, et de plein d'autres façons, en fin de compte, juste par la collaboration et le dialogue entre les chercheurs. On soutient financièrement, mais aussi logistiquement, des missions fédératrices estivales et hivernales à bord de navires de recherche, toutes sortes de navires de recherche. Donc, plusieurs d'entre vous connaissez le Coriolis, l'Amundsen, mais aussi le Lamsilis et d'autres petites embarcations sont mises à disposition des chercheurs pour différentes recherches. Donc, c'est une particularité du réseau Québec maritime et de son programme Odyssée Saint-Laurent. Et évidemment, on forge des partenariats stratégiques, notamment ici avec le risque, et on en a fait d'autres aussi avec le ROBVQ, le réseau des organismes de bassin versant, et le réseau Méopare à l'échelle canadienne, pour ne nommer que ces exemples-là. Il y a certaines valeurs sous-tendent les activités du RQM, notamment les valeurs d'équité, diversité, inclusion. En plus on essaie d'avoir une gouvernance qui est transparente, on vise l'excellence. Donc, ces valeurs-là doivent transparaître aussi dans nos appels et dans la démarche des chercheurs. Donc, je sais que c'est quelque chose auquel on est appelé à être de plus en plus sensible, informé, proactif, et c'est évidemment dans ce contexte-là aussi qu'on développe notre appel ensemble avec le risque. Je céderai la parole à mes collègues du risque, Thomas pour présenter ou Philippe pour présenter le risque. Philippe. Merci Dany, bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais vous présenter quelques éléments reliés au réseau inondation intersectorielle du Québec. On a aussi, peut-être avant de parler de ça, beaucoup de membres qui sont membres des deux réseaux, à la fois RQM et RISC, ce qui en fait de toute façon une opportunité naturelle d'avoir mis en place la collaboration. Et je vais remercier tout de suite l'efficacité avec laquelle mes collègues du RISC et aussi du RQM ont mis en place cet appel conjoint. Et je remercie beaucoup tout le monde d'avoir travaillé très très fort, en particulier cet été, toute l'équipe du RQM et du RISC pour être capable de non seulement mettre en place l'atelier aujourd'hui, mais l'appel de proposition conjoint dont on va discuter aujourd'hui. Alors, le réseau d'inondation intersectorielle du Québec, donc, bon, je vais faire une historique rapide. Bon, ça vient de plusieurs choses qui se sont évidemment produites ici au Québec. D'abord, vous vous rappelez, on a eu des inondations printanières en 2017 qui ont vraiment marqué non seulement les esprits, mais aussi incité peut-être le gouvernement aussi à agir, avec beaucoup d'impacts psychosociaux, des coûts économiques énormes, et aussi un défi pour les acteurs de la gestion des inondations. Évidemment, ça s'est produit sous l'ancien gouvernement avant l'arrivée donc du gouvernement actuel. Et à l'époque, en fait, ça avait d'ailleurs incité, il y avait eu donc en décembre 2017, une réunion d'ailleurs ministérielle organisée sous l'égide du MD2LCC pour faire justement un bilan aussi de ces inondations du printemps 2017, dresser les perspectives, la participation de Rémi Quirion et d'un certain nombre de collaborateurs d'ailleurs ou de scientifiques à travers le réseau des universités du Québec. Ce qui a amené d'ailleurs après coup les FRQ, suite d'ailleurs à des discussions vraiment importantes avec le gouvernement du Québec, à mettre en place justement un plan d'action en matière de sécurité civile qui a d'abord été fait par le gouvernement du Québec lui-même, le ministère de la Sécurité publique, mais aussi un appel à proposition en mai 2018, présenté donc par les FRQ. Et on s'est réunis, et ça a été d'ailleurs particulier dans le sens où le bureau de coopération interuniversitaire s'est réuni, a réuni toutes les universités pour, à la suggestion d'ailleurs des FRQ, faire en sorte qu'on ait un appel conjoint, et toutes les universités se sont réunies pour proposer notamment la création du risque, qui a amené donc à notre création en fait, du réseau qui a démarré en décembre 2018, ce qui fera bientôt 2 ans. Prochaine diapositive. Alors, la vision, d'abord, le risque est un réseau, comme je le disais, interétablissement. Toutes les universités du Québec, pour l'instant, on est 16. On va y inclure, on est en discussion avec Bishop et aussi certainement la TELUC pour finalement y inclure toutes les universités.
La différence d'ailleurs par rapport au RQM, c'est que nous, on a des membres chercheurs, on a des membres universitaires, mais on a des membres chercheurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près d'ailleurs 160 membres chercheurs à travers le réseau des universités du Québec et une soixantaine de partenaires. Donc, le réseau est un réseau interétablissement, donc toutes les universités, intermilieux, intersectorielles de recherche partenariale innovante, afin de bâtir une société plus résiliente aux inondations. Ça a été d'ailleurs une suggestion, évidemment, du Rémi Quérion et des FRQ. Notre réseau est financé avec les 3 fonds, FRQNT, FRQSC et FRQS. Donc, faire en sorte que le développement intersectoriel se fasse avec toutes les disciplines, encore une fois, à travers les universités. Alors, notre vision, c'est développer, devenir une référence scientifique, un peu comme le RQM dans le domaine maritime, mais évidemment en ce qui concerne la connaissance et la formation nécessaires pour former une société plus résiliente face aux inondations. Ça veut dire aussi, peut-être dans le courant, dans le moyen et le long terme aussi, bonifier les programmes de formation existants ou revoir les programmes de formation, notamment professionnels. Notre mission, donc on est financé évidemment par les FRQ, est de contribuer à la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences, qui sont évidemment multiples, à la fois au niveau des infrastructures, mais surtout de la santé physique et de la santé mentale des individus. Faciliter la résilience des organisations, des communautés et des individus face à ces événements qui sont en voie évidemment de s'aggraver en raison des changements climatiques. Et on est, comme le RQM aussi, dans un travail en co-construction. Il est important évidemment de développer l'information avec les partenaires, mais aussi s'assurer qu'il y a une relation bidirectionnelle à la fois dans le développement des connaissances théoriques, mais aussi pratiques pour développer les connaissances. L'objectif général du réseau, c'est de contribuer au développement de recherches transdisciplinaires de pointe sur la gestion des risques d'inondation et de leurs conséquences, dans un contexte évidemment de changement climatique, et d'apporter des réponses et d'offrir des solutions aux communautés et aux individus exposés aux inondations. Nos axes de recherche, donc notre programmation est bâtie sur 5 axes. On est très, on va dire, et je vais le préciser tout de suite, orienté sur évidemment une programmation qui nous a été fortement inspirée par le cadre de Sendai, donc mis en place par l'ONU, que certains connaissent évidemment, sur la réduction des risques de désastre. À la fois l'axe 1, parce que d'abord, ça nous prend une connaissance des facteurs de risque qui sont multiples, à la fois sur l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition. L'axe 2, qui lui focalise surtout sur la gestion et l'aménagement du territoire à risque, l'exposition, tous les enjeux de gouvernance et aussi de législation, soit bonifiés, soit appliqués évidemment sur le territoire. En particulier, vous l'avez tous entendu parler, évidemment, le projet de loi 67 qui vise aussi à redévelopper une partie en fait, des responsabilités du gouvernement vers les municipalités régionales de comté. L'axe 3 qui, lui, est très orienté sur l'impact à la fois biologique, psychosocial, sanitaire en général, économique, et aussi partage des coûts associés, en particulier dans le domaine des assurances. C'est un enjeu, évidemment, à la fois pour le Québec et pour le reste du Canada, puisque la plupart des risques d'inondation ne sont pas couverts par les compagnies d'assurance. L'axe 4, qui lui vise à la transformation et la réduction des vulnérabilités des individus, des organisations et des collectivités, qui est d'ailleurs très, on va dire, orienté sur l'axe, la priorité 3 et 4 du cadre de Sendai, en particulier faire et reconstruire mieux, réduire nos vulnérabilités, ça veut dire aussi apprendre de nos erreurs pour être capable d'améliorer nos façons de faire. Et le dernier axe, qui est vraiment, je dirais, notre axe transversal, qui vise évidemment à une meilleure gestion et communication des risques, évidemment le développement des outils d'aide à la décision, à l'adaptation, à la résilience. Donc, c'est vraiment d'ailleurs un axe qui va en fait utiliser une bonne partie en fait de l'information qui va venir des 4 autres axes. Prochaine diapositive. Alors, les partenaires du risque à l'heure actuelle, bon, on a, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Aussi, une façon très rapide de devenir membre pour ceux qui ne le sont pas déjà, disponible sur notre site web. Pour l'instant, les partenaires du risque, donc les partenaires du réseau, on retrouve évidemment, comme je l'ai dit, des universités, des ministères, à la fois au niveau provincial, fédéral. On est aussi en discussion avec certains ministères, notamment au niveau fédéral. Des municipalités, des entreprises, des associations, des organismes aussi du milieu, mais aussi des compagnies privées. On est en discussion, par exemple, avec un certain nombre de compagnies d'ingénieurs qui travaillent évidemment beaucoup sur les infrastructures qui sont en train d'être revues dans certains coins qui ont été affectés par les inondations. Les services de santé, services sociaux aussi, beaucoup de contacts aussi, de collaboration avec les CIS ou les directions de santé publique, même si ce nom-là a changé évidemment avec le temps.
Réseau international, on est en discussion avec certains réseaux internationaux justement pour augmenter notre visibilité et notre collaboration au niveau international. Vous avez ici, je ne ferai pas la lecture de toutes les universités qui sont membres du réseau et nos partenaires évidemment actuels, donc le RQM, c'est sûr, Humanovis qui nous aide aussi beaucoup sur les enjeux de l'innovation sociale, l'Université du Québec aussi qui nous a octroyé aussi une aide, notamment pour le développement du réseautage, le CIROD qui œuvre en développement durable, Intact Centre qui est un groupe à l'Université de Waterloo qui travaille évidemment sur l'adaptation au changement climatique, Institut des sciences de l'environnement avec le CIROD aussi qui nous a octroyé, en fait, avec lesquels on travaille justement sur un pôle développement durable, risque d'inondation, Ouranos avec qui on a signé une entente, et également Global Water Future qui est un projet apogée pour ceux qui connaissent, basé à Saskatoon. Je pense que ça fait le tour pas mal. Je vais laisser la parole à Thomas. Oui, merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Thomas Buffin-Bélanger. Je suis professeur à l'Université du Québec à Rimouski et je suis aussi le président du comité scientifique du risque. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les grandes lignes de l'appel à projet conjoint risque RQM. Vous trouverez le plus de détails, évidemment, dans les documents qui sont disponibles sur les pages web du RQM et du risque. Ce que je veux faire, c'est surtout présenter les grandes lignes et particulièrement les critères d'admissibilité. Dans les documents là, qui se trouvent sur les pages web, vous avez à la fois les critères d'admissibilité, à la fois les critères d'évaluation des projets. Fait que je vous invite à bien regarder ça pour voir comment vos projets respectifs là, pourraient entrer dans ces critères. Donc, les projets développés en co-construction en collaboration intersectorielle devront soutenir la recherche liée à la gestion des inondations sur l'ensemble du territoire maritime du Québec, incluant le système Saint-Laurent et les zones côtières du nord du Québec. Vous allez voir qu'un peu plus loin dans les critères d'admissibilité, il y a des petites nuances à apporter à ça. En gros, il y a un montant total disponible pour les projets de 500 000 $ et avec un maximum par projet de 160 000 $, idéalement balancé, 80 000 par année. Il y a une subvention du RQM et du risque qui sont étalées sur les années. Là, le RQM, ce sera la première année du projet, puis le risque, la deuxième année, avec des projets de 2 ans. Il y a une contrainte qui est celle d'identifier 60 % du financement qui doit être associé au PHQ, donc au personnel hautement qualifié pour les frais de recherche. C'est une contrainte qui est associée au FRQ avec lequel nous devons travailler. Prochaine diapo, s'il te plaît, Geneviève. Ce que je veux faire ici, c'est vous présenter des exemples de questions de recherche pour illustrer un peu comment on a commencé à réfléchir quand on s'est assis à table, Erwan, Daniele et Geneviève et Dani et Philippe, pour essayer de voir comment on pourrait faire un projet conjoint. Fait que là, assez rapidement, on essaie de trouver des projets. Puis voici, je vous présente des exemples de projets. Le premier, s'il te plaît, par exemple, l'évaluation des zones inondables dans les estuaires est complexifiée par la combinaison des marées, des ondes de tempête et des ondes de crue. Donc, les estuaires, c'est un environnement complexe avec des processus combinés. Comment évalue-t-on dans ces environnements les paramètres des événements d'inondation? Récurrence, par exemple, ou durée profondeur, mais surtout, comment intègre-t-on les paramètres de ces événements dans les cadres normatifs actuels ou en changement? Une autre question, oui, s'il te plaît. Une autre question. Intégration de la représentation des aléas dans l'évaluation du risque d'inondation permet une meilleure identification des capacités à faire face, à s'adapter, à se rétablir des individus et des communautés. Comment se comparent les représentations des inondations fluviales et des submersions côtières? Et surtout, comment ces similitudes, différences mènent-elles à des capacités renforcées, atténuées pour les communautés et les individus? Un dernier exemple, s'il te plaît, merci Geneviève. Plusieurs municipalités sont confrontées à la fois aux inondations fluviales et aux submersions côtières. Comment l'exposition à ces deux types d'inondations influence-t-elle la gestion du risque dans ces municipalités? Assez rapidement, on trouvait ensemble des projets. Ici, c'est des projets qui sont assez à l'interface, en plus des projets qui portent sur le milieu maritime, mais qui étaient à l'interface. Puis on voit on trouvait assez rapidement des projets. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est de penser à un cadre assez large, ou le plus large possible, pour laisser le recours à la créativité, puis aux enjeux multiples qui se retrouvent dans la gestion du risque inondation dans les milieux maritimes. On est arrivé un peu plus loin cette idée là, de cadrer des axes, vous le verrez dans les critères d'admissibilité. OK, donc les critères d'admissibilité de l'appel conjoint, donc la notion d'une équipe qui apparaît, au moins 2 chercheurs ou chercheuses de 2 institutions académiques québécoises différentes pour favoriser l'intersectorialité, mais aussi l'interinstitutionnalité, qui doivent être affiliés aux différents secteurs des fonds de recherche du Québec. Les chercheurs ou chercheuses doivent être membres réguliers universitaires du risque
et membre régulier universitaire du risque, ça inclut les chercheurs dans les collèges, dans ce cas-là. La notion d'intersectorialité et d'interdisciplinarité est très présente là, dans l'appel à projet, autant dans les appels à projet individuels du risque du RQM que dans celui-ci conjoint. Donc, le projet doit s'inscrire dans une démarche intersectorielle au sens où il doit être réfléchi et co-construit par des chercheurs et chercheuses affiliés à au moins 2 des 3 grands secteurs de recherche là, couverts par les FRQ, santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres et sciences naturelles et génie. Au sein d'un même secteur, il est encouragé que les chercheurs et chercheuses proviennent de champs disciplinaires variés. Autre diapo. Dans les critères d'éligibilité, il y a la notion de territoire, l'emplacement géographique là, qui apparaît. Le projet doit concerner une région côtière du Québec, incluant des régions côtières du Nord et du système Saint-Laurent. C'est ce que vous avez identifié en bleu, là, avec la zone tampon bleue là, sur la carte préparée par Geneviève. Donc, une région non côtière peut être considérée, c'est là où il y a une nuance qui apparaît, hein, peut être non considérée dans le projet, mais il incombe aux chercheurs, à la chercheuse, de convaincre le comité d'évaluation du lien avec le domaine maritime, parce qu'on reconnaît la pertinence de comparer des environnements distincts, des approches dans des environnements distincts au bénéfice de la gestion du risque inondation dans les environnements maritimes. Autre diapo, s'il te plaît, Geneviève. D'autres critères d'admissibilité, l'adéquation avec la programmation scientifique des 2 réseaux. C'est là où on s'est dit, plutôt que d'essayer de trouver des projets ou des thèmes au croisement de différents axes, bien, on va permettre aux chercheurs de choisir un axe du risque et de choisir une thématique du RQM dans lequel cadre le projet de recherche qui est proposé. Et assez rapidement, vous avez vu les 5 axes présentés par Dany et les 5 thèmes présentés par Dany et les 5 axes présentés par Philippe, qu'on arrive avec une boîte de 25 carrés dans lesquels éventuellement des projets peuvent être développés. Contribution financière des partenaires, une contribution d'au moins 25% des fonds demandés en espèces ou en nature d'un partenaire privé ou d'une institution gouvernementale. C'est un critère d'admissibilité qui est présent dans les appels à projets du risque et du RQM, donc c'est une contrainte qui est toujours présente. La portée des projets, capacité des projets à démontrer clairement l'impact escompté de la recherche et comment le projet répond aux besoins des partenaires utilisateurs. Il y a une démonstration par un plan de mobilisation des connaissances claires et par des lettres d'appui des partenaires qui doivent être faits dans l'appel à projet. Plus de détails dans les documents sur les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation. Je vous invite à bien les regarder là, pour vous assurer de les rencontrer. L'échéancier, en terminant, ici, vous voyez qu'on a un échéancier assez serré dans la mesure où ce qu'on aimerait, c'est que les projets débutent avec l'année financière 2021, donc pour le mois d'avril 2021, et ce que ça implique. Donc, c'est un lancement qui a été fait le 11 novembre. L'atelier maintenant pour générer des discussions, des réflexions, avec les dépôts des demandes le 18 janvier, période assez intense pour l'évaluation des dossiers, avec l'objectif de donner les réponses d'ici la fin mars 2021 à l'ensemble des chercheurs et chercheuses. Maintenant, on est ouvert à des questions, autant sur le RQM, sur le risque ou sur l'appel à projet. Si on a encore un peu de temps, là, je pense que oui. Donc, vous êtes invité à poser des questions. Je pense que vous pouvez utiliser le chat, la conversation privée pour si vous avez beaucoup de questions ou tout simplement lever la main et on vous donnera la parole éventuellement. Il y a des questions donc sur le RQM, sur le risque, sur l'appel à projet en soi. Une première question. Oui. Est-ce qu'un acteur français peut participer à l'appel? Ben, la réponse est oui, à partir du moment où les critères d'admissibilité sont rencontrés, à savoir 2 chercheurs d'universités québécoises doivent être, 2 chercheurs-chercheuses doivent être impliqués au départ. Mais le nombre de chercheurs pouvant participer au projet n'est pas limité. Donc, s'il y a 2 chercheurs du Québec œuvrant dans des universités ou des collèges du Québec qui sont impliqués, un partenaire québécois, il peut y avoir des chercheurs français, certainement. Et dans la même ligne, doit-on chercher une entreprise? Une question de M. Hamid Chak. Donc, je dirais que c'est ça pour compléter la réponse de Thomas. 2 chercheurs doivent porter la demande, mais évidemment, une pléiade de partenaires peuvent se joindre. Et finalement, on cherche des partenaires clés qui sont concernés par les enjeux.
soit en tant qu'usager, soit en tant que partie prenante de la recherche. Ça peut être des entreprises, mais ce n'est pas une obligation que ce soit des entreprises privées. Ça peut être des ONG, des communautés, des gouvernements. Monsieur Denis Hines, est-ce que l'implication de communautés éloignées pour la collecte de données participantes est un élément favorable? Alors, je ne sais pas si c'est certainement pertinent. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que ça donne plus de points? C'est ça que je comprends par la question. C'est certain qu'il y a des enjeux dans les communautés éloignées qui sont très, très pertinents. Il y a une démonstration à faire de la nécessité de l'enjeu, puis l'implication de la communauté dans le projet, certainement, sera un atout. C'est dans ce sens-là qu'on peut le formuler. Donc, il y avait un aspect sur la collecte de données participative. C'est définitivement un atout. Ce n'est pas nécessairement requis par le programme, mais c'est une voie qui est peut-être intéressante si elle est bien encadrée. Devons-nous attendre une meilleure... oh, pardon. Je compléterai, Dani, si tu veux bien, avant de... Vas-y. Données participatives, ça c'est important, c'est intéressant. D'abord, les FRQ, dans les deux cas, on a un 25% de contribution in-kind qui peuvent être justement de la contribution de temps personne, en dehors évidemment de l'argent. Ça peut être aussi sous forme de données. Hein. Donc, chaque projet qui justement utilise des données locales qui ne sont pas souvent utilisées, c'est quelque chose d'intéressant, d'important pour la plupart des projets. Donc oui, c'est ce que nous demandent les FRQ, l'effet levier et les collaborations, quelles que soient, comme disait Dani, que ce soit privé, public, est importante dans les projets avec un minimum de 25% à rencontrer. Puis je rajouterais, j'ai mal lu la question tantôt, le mot participatif intervient au moment où on demande d'identifier comment les connaissances vont être mobilisées. C'est certain que si les communautés sont impliquées à participer d'une quelconque façon, le plan de mobilisation des connaissances ou de partage des connaissances est impliqué dans une activité participative. C'est certain que c'est un élément à mettre en valeur. Parfait. On a une question de M. Ahmad Shakibania. Devons-nous nous attendre à une meilleure transparence en ce qui concerne cet appel à projet? Lors des appels passés, aucune information sur les projets financés, les noms des bénéficiaires, le comité d'évaluation n'a été fourni. En ce qui concerne le RQM, je ne sais pas à quel appel on fait référence ici. Les projets sont disponibles sur le site web. Et évidemment, c'est un souhait qu'on a de notre part. Est-ce que, Thomas, du côté du risque? Même chose, le risque a fait un seul appel à projet jusqu'à maintenant et les projets, s'ils ne sont pas encore annoncés, ils vont l'être bientôt sur la page web. Il devrait y avoir des fiches pour décrire les projets qui ont été financés. Oui, Daniela, tu veux compléter? Oui, on a fait une annonce sur le site web, mais il faut encore mettre les noms des projets, des personnes qui ont reçu les projets. Donc, on note cette question-là. On pourra peut-être, on va les noter de toute façon et puis on va en prendre en compte pour les actions futures. Il y en a quelques-unes encore. Une question importante, une professeure actuellement titulaire en Ontario, mais rattachée comme professeur associé au Québec, notamment à l'UQAR dans ce cas-ci, est-elle éligible comme membre RQM au risque? Donc, la question des professeurs associés, je laisserai... Ouais, au RQM, je comprends que c'est les institutions qui sont membres. Au risque, là, je vais me tourner vers Philippe. Là, tu connais peut-être mieux les particularités là, des statuts. Oui, un professeur associé peut être membre, collaborateur ou même à l'intérieur d'un projet. Encore une fois, à partir du moment où le PI et le co-PI sont membres professeurs réguliers d'une université au Québec. Donc oui, les équipes peuvent, exactement comme pour les professeurs ou les chercheurs à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec, les collègues, qu'ils aient un statut ou pas d'ailleurs de professeur associé dans une université québécoise, mais à partir du moment où ça rencontre les exigences, les critères d'admissibilité, les collègues aussi qui sont à l'extérieur du Québec peuvent être membres, collaborateurs ou même demandeurs d'une demande. Encore une fois, à partir du moment où les deux co-PI sont membres de deux institutions québécoises avec un statut de professeur régulier reconnu. Voilà. On passe à la... Oui. Oui, une question. J'ai un projet à proposer. Il me faudra des partenaires pour répondre. Oui, c'est ça. Oui, c'est
Ça, c'est pas une question, c'est tout simplement une annonce, j'imagine. Puis l'atelier d'aujourd'hui vise un peu à ça, de voir comment des maillages peuvent être faits, de discuter avec des collègues ou des partenaires qui pourraient être intéressés à un projet. Exactement. Donc, la question, est-ce que nous avons une plateforme commune pour mettre en place les acteurs, etc. Donc, cet atelier, vous allez voir, va proposer une plateforme qui va être valide pendant l'atelier. On n'a pas nécessairement de suivi planifié, mais il faut savoir que d'entrée de jeu, vous avez des personnes, vous avez Erwan, Geneviève et Danielé qui sont là aussi pour vous accompagner. Il y a toujours moyen de prendre le téléphone, appeler, et on accompagne, en fait, quand on peut vous aider à trouver des partenaires, à vous mettre en contact. Évidemment, avec un atelier riche comme aujourd'hui, ce sera d'autant plus facile d'aiguiller les gens.